C'est un lieu de prière et de rencontre. D'ailleurs, la prière n'est-elle pas cette rencontre, cette ouverture? Le couvent des Dominicains de Lille foisonne d'initiatives culturelles et cultuelles et y est adossé un centre. Bonjour frère Rémi Valéjo. Bonjour Michel. Levé de rideau, Lumière du Nord, les auditeurs évidemment vous connaissent. Vous êtes le directeur du programme du centre culturel Les Dominicains. De quoi s'agit-il? D'abord, cette structure, est-ce qu'il s'agit d'un morceau du couvent? Comment ça fonctionne? Alors, on connaît dans la métropole le couvent des Dominicains, à la lisière de la Madeleine et de Lille. Ce couvent, qui est un chef-d'œuvre des années 50 sur le plan architectural, accueille une communauté de frères depuis 1957. Combien êtes-vous en ce moment? Actuellement, nous sommes 24 frères, avec le noviciat de la province dominicaine de France. Et au sein même du couvent, nous proposons des activités. Bon, évidemment, on peut venir aux offices, à la messe, mais aussi à des conférences, à des expositions, à des lectures-concerts, des concerts aussi, dans le cadre d'un centre qu'on a appelé Les Dominicains, qui est intramuros, et qui joue sa fonction donc de lieu de rencontre, de socialisation. Un couvent dans la tradition dominicaine, ce n'est pas un monastère clos sur lui-même, c'est un lieu d'ouverture où l'on accueille et où nous-mêmes on va à l'extérieur. Et d'ailleurs ce centre a des propositions in situ comme des propositions délocalisées sur l'ensemble du territoire région Hauts-de-France. On va prendre le temps de découvrir conférences, expositions, débats, concerts. Hein. Le programme est très dense, éclectique, de haute volée mais accessible finalement. Si on prenait le temps de détailler un peu le contenu, d'abord, est-ce qu'il y a, frère Rémi, une ligne directrice, un cadre sur lequel repose cette proposition? Alors, c'est une proposition bipartite. Si vous l'avez en main, ce programme, vous voyez, il y a des feuilles, des pages blanches et des pages noires. Alors, les pages blanches sont relatives à un programme pluridisciplinaire, tout azimut, on va un peu dans tous les sens, mais on essaye effectivement d'avoir prise sur les questions de société, de théologie, de spiritualité. Et puis le programme aux pages noires s'intéresse aux Lumières du Nord, c'est-à-dire à la tradition spirituelle des régions Hauts-de-France, à travers des expositions, des lectures, des conférences et des concerts. Alors la saison a donc déjà démarré, hein, mais vous savez peut-être mieux que moi, les ouvriers de la 11e heure reçoivent autant que ceux de la première. Il est donc encore temps évidemment de venir au couvent. Si on prend par exemple ce lundi 14 octobre à 20h30, une soirée autour d'un diplomate écrivain. Oui, donc c'est dans le cadre d'un cycle qui s'appelle l'Europe puissance. Un mythe révolu. On s'interroge actuellement effectivement dans le contexte international sur la notion de puissance de l'Europe à laquelle l'Europe avait renoncé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle se repose d'actualité face aux questions ukrainiennes ou du Proche-Orient. Et donc on a invité le 14 octobre prochain à 20h30 Claude Martin, qui fut ancien ambassadeur de France en Chine et en Allemagne. Donc il connaît très bien les dossiers internationaux d'aujourd'hui, et ceux de l'Europe en particulier, avec une question qui lui est posée: quel est l'avenir du tandem France-Allemagne? Effectivement, donc c'est une question de vive actualité si on prend les médias aujourd'hui, et sur lesquels nombre de personnes s'interrogent de même. Donc on essaye de répondre à la question grâce à ce fin connaisseur de la question allemande. On comprend que là, c'est un dossier Europe, par exemple. Il y a aussi un dossier fin de vie, soins palliatifs. Il y a aussi des soirées qui ont attrait à l'antisémitisme, à l'antijudaïsme devenu aujourd'hui antisémitisme. Mais au-delà des thématiques, quel est le parti pris éditorial? Parce que forcément, il faut choisir, il faut identifier, il faut inviter des personnalités. Comment est-ce que vous avez fait pour bien créer ce programme? Alors pour créer ce programme, il y a, oserais-je dire, un petit savoir-faire, puisque pendant 20 ans, j'ai mené ce type de programmation à Strasbourg, et depuis 6 ans, donc ici à Lille. Donc je suis toujours à l'affût de l'actualité, aux questions qui se posent donc pour tout à chacun dans le contexte social, politique, économique, culturel d'aujourd'hui. Et j'essaye, notamment grâce aussi à l'aide de la journaliste Françoise Objoie, d'inviter des personnalités qui pourraient répondre aux questions qui se posent pour
tout un chacun aujourd'hui. D'où le spectre très large que l'on varie d'une saison à l'autre, donc c'est toujours périlleux. Et par exemple aussi grâce à des partenariats, le partenariat notamment donc de Cité Philo, nous inviterons donc le 4 novembre prochain le professeur strasbourgeois Jacob Rogozinski sur la question de l'inhospitalité, qui est une crise du corps politique dans les démocraties modernes. Et en écho, on aura Marie Grand, qui est directrice du Collège supérieur de Lyon, qui, elle, évoquera l'hospitalité, à savoir le vertige du nombre. Comment peut-on accueillir tout le monde ? Vous voyez, ce sont des questions très vives quand on a Calais tout près qui se posent à tout un chacun dans la région Hauts-de-France. Vous avez cité un partenariat, il faut citer aussi l'atelier lyrique de Tourcoing, les librairies La Procure, VO de Lille, les éditions du Cerf, le Théâtre du Nord, l'Opéra. Enfin, vous êtes un acteur finalement de ce tissu culturel et réflexif de la région. J'essaye de l'être parce que c'est important dans une société où on vit d'une manière malheureuse, un cloisonnement, d'ouvrir des portes et grâce à des partenariats, d'offrir à des gens de tout horizon de se retrouver sur des questions communes. Quel est votre finalement travail, votre mission, votre raison d'être au sein des Dominicains? On vous entend, frère Rémi, à l'antenne très régulièrement avec Levé de rideau. On découvre ou on approfondit le fait que, eh bien, vous mettez en place un programme où vous animez ce centre culturel. Mais quelle est votre mission à vous? Ma mission, c'est celle d'un frère dominicain, un frère prêcheur, selon la fondation de l'ordre au XIIIe siècle, l'Ordo Praedicandi. OP, c'est ça. L'Ordo Praedicatorum, donc l'ordre des prêcheurs, et qui essaye donc d'avoir certes une intelligence de Dieu, mais qui va de pair avec une intelligence du monde. Et donc, avec ce centre culturel, j'essaye d'offrir à tout un chacun une intelligence de monde pour approfondir l'intelligence de Dieu. Louer, bénir, prêcher, c'est un triptyque sur lequel finalement repose aussi votre proposition. Oui, exactement. Louer qu'y a-t-il de plus beau que de louer en musique et en chantant? C'est prier deux fois que de chanter, dit saint Augustin. Donc nous avons ces concerts. Louer, bénir, dire le bon, la bonté, et dans un monde où effectivement elle est très controversée face aux situations géopolitiques de notre siècle. Et puis prêcher, effectivement, annoncer une parole dans ce monde de bavardage que l'on connaît, une parole qui soit créatrice et porteuse de bien. Est-ce que le public est au rendez-vous? Qui répond présent? Qui répond présent, ce sont effectivement donc les fidèles du couvent dominicain, puisque ce sont les premiers informés, mais ce sont ceux qui fréquentent les autres lieux de partenariat de cette programmation, et puis d'autres qui apprennent l'existence de ce lieu. Tout récemment, incidemment, j'ai un monsieur qui a pris la plaquette de la programmation à la librairie La Procure à Lille, et qui se révèle être donc un des coordinateurs du centenaire Marco Polo. Or, précisément, j'organise des séances autour de Guillaume de Rubruck, un homme du Nord qui, au XIIIe siècle, franciscain, est allé en Mongolie juste avant Marco Polo, et Marco Polo a utilisé sa relation de voyage pour partir voir le Grand Mogol. Et donc, ce professeur italien, Antonio Montefusco, m'a rencontré pour organiser d'autres choses sur Marco Polo à l'occasion du centenaire de la mort de Marco Polo en 1324. Frère Rémi Valéjo, dominicain, directeur du programme Les Dominicains, le centre culturel des Dominicains basé à Lille, et donc l'invité d'RCF Hauts-de-France. Un entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas le couvent des Dominicains, on est donc 7 avenue Salomon, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que c'est le Salomon, le bâtisseur du premier temple, et où est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Aucun rapport, c'était un industriel, il avait une briqueterie, et donc l'avenue qui a été créée à son initiative, c'était une avenue privée jusqu'il y a quelques mois, a pris son nom. Alors vous avez évoqué très rapidement le lieu, mais en fait il a une
une très haute importance dans les années 50. Pierre Pinsard a construit ce monastère dominicain qui est longtemps resté méconnu. Il fut tout de même le premier en France à être labellisé patrimoine du XXe siècle. C'était en l'an 2000. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai lu dans un reportage du quotidien Le Monde que Martine Aubry, qui était pourtant maire de la ville depuis 2001, n'a découvert l'existence du couvent que lorsqu'il a rejoint le programme Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design. Donc vous saviez ? Oui, je connais cet article qui tient quasiment de la légende, la legenda, comme on dit en latin, mais qui signifie bien, effectivement, dans le cadre de Lille Design, combien la couvent a une importance particulière dans la métropole. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture des années 50, c'est un laboratoire du design des années 50 où ont travaillé les plus grands designers français comme Marcel Gascoigne ou Serge Mouille, et qui de surcroît est un conservatoire des œuvres donc des peintres et artistes de la seconde école de Paris comme Manessier, Léon Zac. Depuis 2-3 ans, les écoles d'architecture de France, Paris, Rouen, Lyon, mais aussi de Belgique, voire d'Angleterre, Londres, viennent visiter le couvent parce que effectivement c'est un chef-d'œuvre. Quand vous dites les écoles viennent, c'est-à-dire des professeurs, des élèves se déplacent ? Ce sont des élèves et des professeurs. Dernièrement, j'avais 150 élèves de Rouen avec leurs 17 professeurs qui venaient admirer dans la métropole autant la piscine à Roubaix, la villa Cavrois que le couvent des Dominicains. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce couvent, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est que, effectivement, la foi chrétienne doit être ancrée dans la cité, comme un couvent dominicain doit être ancré dans la cité, pour répondre aux questionnements et aux aspirations des hommes de notre temps. Et là, il y a une mission particulière. Revenons à la programmation. Par exemple, en février, Trump et le nationalisme chrétien, un jeu dangereux. On sait qu'on est dans l'actualité. Témoigner pour les Juifs, une parole catholique. Ça, c'est également, ça, c'est en novembre cette fois. Mais il y a tout de même des thématiques, pardon de les aborder, qui sont un peu plus de haute volée ou qui peuvent paraître un peu décalées. Alors, je prends par exemple, ça sera en novembre, David, héros, ami roi, amant, meurtrier et saint, des dilemmes bibliques à la psyché dans les arts. Alors là, ça paraît assez, comment dire, original, on va dire. Original, certes, mais c'est la réalité de l'écriture biblique. Si on prend effectivement la figure de David, c'est un héros, mais c'est l'ami de Jonathan. D'ailleurs, c'est à l'occasion de l'opéra David et Jonathan de Marc-Antoine Charpentier à l'Opéra de Lille que nous donnons cette conférence en prologue à la production. Et c'est un roi. C'est l'amant de Bethsabée, et vous connaissez les situations limites de David et Bethsabée. C'est le meurtrier de l'époux de Bethsabée, mais ça n'en demeure pas moins un saint, effectivement, d'un homme contrit, selon le psaume 50, et qui nous offre une belle figure de conversion. Donc, à la fois, c'est décalé, mais c'est la totale réalité de la figure de David. Et c'est important ce que vous venez de dire, parce que finalement, parfois, les titres peuvent effrayer, et puis en fait, on s'y retrouve, il y en a pour tous les goûts. Et par exemple, dans ce qui vient de passer, c'était en septembre aussi, Péplum, Blockbuster et Mytho, l'aventure mythologique des arts du 7e art. Ça pouvait paraître aussi assez déroutant, il y a eu du monde ? Il y a eu du monde et il y avait tous les étudiants de préparation littéraire et théâtre du lycée Féderbe, ici à Lille. Donc c'était en avant-première de la production de Polyphémo, opéra de Nicolas Porpora à l'Opéra de Lille, qui était donnée dans une production qui était une reviviscence des péplums des années 50. D'où la thématique qui a été proposée, et ça a été une superbe soirée animée par notre frère Benoît Hante, qui est un enseignant à l'ICA, mais spécialiste du cinéma, et il nous a fait redécouvrir ce qu'était le péplum de 1896, les premières années du cinéma, jusqu'à ces réalités d'aujourd'hui. Frère Rémi Valéjo, on pourrait prendre le programme et en parler des soirées, des heures, des semaines complètes, mais concrètement, quand le couvent est-il ouvert pour les visiteurs d'une part et pour celles et ceux qui veulent assister à ces conférences, à ces expositions, qui veulent déambuler, qui veulent écouter les concerts? Comment fait-on pour venir au couvent? Alors comment fait-on pour venir au couvent? Donc il faut effectivement connaître la programmation qui est diffusée grâce à la plaquette dans les lieux partenaires du
couvent des Dominicains, voire sur le site du couvent des Dominicains. Et par ailleurs, donc les conférences sont essentiellement le soir, mais les expositions permettent notamment de découvrir le couvent donc les après-midi, les vendredis, samedi et dimanche après-midi lors des expositions. Actuellement, on a une exposition sur le voyage en Orient du 15e au 19e siècle, avec des gravures du 15e, du 18e, mais surtout les photos de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, puisque nos frères du couvent Saint-Étienne à Jérusalem ont en charge l'école biblique et archéologique française de Jérusalem depuis 1880. Et là, on découvre dans cette exposition la Terre Sainte, Jérusalem, donc entre 1880 et 1820, avec des photos inédites. Une terre meurtrie aujourd'hui. À propos de ces expositions, de cet art, de ces concerts, est-ce que l'art, ou comment l'art est-il finalement un cri ou plutôt une révélation de ce que votre fondateur Saint-Dominique appelait veritas, c'était son mot, on aurait pu l'associer, veritas. Comment est-ce que l'art permet-il de proposer une vérité ? L'art est un miroir de notre temps, des siècles passés et de l'aujourd'hui, selon un spectre effectivement de reflets. Et la vérité, elle n'est pas univoque, elle se dévoile effectivement dans le cheminement que l'on peut accomplir à travers ces différents reflets. La vérité, nous ne l'avons pas par nous-mêmes, elle est devant nous et elle nous convoque. Comment se situer, comment aborder ces moments un peu pour celles et ceux qui seraient moins habitués que d'autres, parce qu'en fait ça peut parler à tous. Comment se prédisposer ? Comment se prédisposer ? En se laissant captivé, si je puis m'exprimer ainsi, soit par la musique, soit par le voyage en Orient, soit par les questions qui nous intéressent au premier chef, questions de société, les soins palliatifs, quand on parle de suicide assisté aujourd'hui. Donc on est pris effectivement d'émotions et donc on peut se laisser guider comme tel, soit par l'émotion, soit par la curiosité. Et je pense que dans un monde qui parfois devient de moins en moins curieux, susciter la curiosité et ce centre à vocation modestement de la susciter nous permet de nous aviser sur les réalités du monde. De quelle manière est-ce que toutes ces propositions, tout ce travail que vous avez fait en amont et quand vous suivez, ça vous nourrit, ça vous construit ? Vous, personnellement, frère Rémi? Personnellement, moi, je suis heureux, effectivement, d'assister à ces conférences autant que ceux et celles qui viennent de l'extérieur parce que j'apprends plein de choses. Et puis, par ailleurs, lorsque j'écoute un concert, nous avons une vingtaine de concerts sur la saison, et dans l'église et dans notre réfectoire. Et quand on ferme les yeux dans notre réfectoire, on se croirait dans un salon viennois à cause de son acoustique très particulière qui permet d'entendre toutes les parties d'un quatuor notamment. Mais je suis transporté et nourri par les rencontres aussi, grâce au partenariat, grâce aux conférenciers, sachant aussi que je vous ai évoqué que ce programme est aussi délocalisé et que j'emmène des gens notamment à Rubruck. Rubruck, c'est la patrie au pied du Mont Cassel de Guillaume de Rubruck qui a précédé Marco Polo en Mongolie au XIIIe siècle. Et c'est l'occasion effectivement de voir ce musée qui a été fondé il y a 30 ans par le président de la République de Mongolie, c'est pas banal, en haut de France, et puis d'aller à Tourcoing avec l'atelier lyrique avec lesquels nous sommes partenaires, ou donc en d'autres lieux comme la Chartreuse de Douai pour découvrir ces trésors. Ces promenades, ces pérégrinations offrent de rencontrer des gens et c'est la rencontre qui nourrit. Frère Rémi Valégeau, directeur de la programmation de Les Dominicains, le centre culturel du couvent lillois des Dominicains. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Une dernière petite question subsidiaire. Est-ce que les Dominicains se connaissent personnellement entre eux ? Est-ce que vous connaissez Timothy et Jean-Paul, les deux frères qui viennent d'être nommés cardinaux ? Alors, Timothy, maître de l'ordre, Timothy Radcliffe, qui avait défrayé la chronique en son temps en passant donc chez Pivot, à apostrophe, et puis Jean-Paul Vesco, qui vient d'être nommé cardinal par notre pape François. Jean-Paul, j'étais étudiant avec lui en théologie à Lyon, donc je le connais très bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.